Bonjour à toutes et à tous. Je suis Claude Kirchner et je vais animer la prochaine table ronde et j'invite les intervenants à venir prendre place. Donc, quelques mots d'introduction sur le sujet. En fait, quand on va parler de données massives en recherche sur la santé, de quoi parle-t-on On est dans une situation où, en fait, les données relatives à la santé sont un enjeu crucial pour la recherche. Alors, dans quel sens? Alors, d'une part, parce que ça, c'est quelque chose qu'on a illustré dans un rapport récent qu'on a fait dans le cadre du CCNE et en lien avec la CERNA. Mais tout particulièrement, ça intervient dans tous les domaines. Donc, oui, absolument, excusez-moi. Je bouge plus. Absolument. C'est encore mieux, oui. J'aime pas être trop statique, donc je bouge. Et donc, en fait, on est dans une situation où, quel que soit le sujet que vous allez aborder ici, depuis aussi bien le traitement du signal, la télémédecine ou la recherche clinique ou la génomique, dont on a déjà largement parlé, en fait, on se retrouve à avoir à gérer des données de santé et souvent de façon massive. Quand on parle typiquement du génome, on n'est pas sur des données petites, d'accord. Elles peuvent être massives en termes de taille, elles peuvent être massives en termes de nombre. Deuxième point, on a des enjeux éthiques majeurs en recherche. Et donc, ceci, ça a aussi été explicité dans ce rapport. Et là aussi, on arrive avec des exemples dans tous les domaines. Alors, je ne vais pas tous les mentionner, mais j'aime bien mentionner typiquement cette situation d'un médecin qui utilise Gmail et Dropbox pour échanger des informations sur ou avec des patients dans le cadre d'un projet de recherche. Et voilà, on peut se demander, poser la question, qui va finalement accéder à ces données ? D'accord ? Est-ce que c'est juste les personnes qui sont destinataires des mails ou du stockage des données, ou est-ce qu'il y a d'autres entités ici qui sont pas maîtrisées ? Évidemment, la question du consentement libre et éclairé. D'accord ? Donc on est patient en patiente dans une certaine situation de maladie et on est sollicité pour donner notre patient libre et éclairé. Que se passe-t-il si jamais on le donne, si jamais on ne le donne pas? Et donc, quels sont les choix éthiques qu'on va avoir à réaliser? On se fait aider numériquement dans un diagnostic. Et comment est-ce qu'on peut se poser la question sur comment fonctionnent les algorithmes, comment la recherche qui a amené à construire l'algorithme et à utiliser les données que j'utilise implicitement dans le cadre de ce diagnostic, comment je sais maîtriser ça et comprendre comment ça a été construit. Et puis un problème plus récent auquel je n'avais pas pensé a priori, mais auquel j'ai été amené à réfléchir un petit peu plus récemment, c'est typiquement quand on est médecin, on peut aussi faire des erreurs. Or, en fait, dans une situation de recherche, que ce soit en SHS ou en médecine, on va avoir besoin de tirer des conséquences de ces erreurs. Mais pour ça, il faut à la fois pouvoir les référencer, réfléchir dessus, etc. Et vous voyez que ça pose quand même des questions à la fois d'éthique, mais aussi de droit, de régulation, sur comment est-ce que, en tant que médecin, si j'ai fait des erreurs, comment je peux faire en sorte que elle soit utilisable dans un contexte de recherche sans que ma responsabilité, y compris pénale, soit mise en cause. Donc tous ces éléments-là ont lieu dans un contexte international complexe, en particulier pour la recherche en santé. Alors, évidemment, quand on parle d'éthique, on a la question de quelles sont les valeurs et quelles sont les hiérarchies entre ces différentes valeurs. Et vous voyez que quand on va traiter des valeurs telles que liberté, égalité, fraternité, avec lesquelles on est assez familier, en particulier en France, ou de dignité, bienfaisance, autonomie, justice, quand on est dans un cadre de santé, comment ces différentes valeurs et les hiérarchies entre elles vont
vont être comprises dans différentes cultures ou dans différents contextes, publics, privés ou autres. Et donc là, on a au niveau international une véritable question. Deuxième point, évidemment, les libertés dans les sphères personnelles, nationales, européennes et internationales ne sont pas comprises de la même façon. Et comme on n'a pas les mêmes disponibilités d'accès, ce matin typiquement, Christine parlait de tourisme scientifique, d'accord, comme on n'a pas les mêmes capacités de recherche suivant les différents pays ou continents, on va se retrouver dans des situations où, que ce soit pour l'étude de la télémédecine ou la collecte, la gestion, l'utilisation des données, on risque d'avoir des comportements des chercheurs différents en fonction de ce qu'ils souhaitent faire. Donc quelle éthique, quels enjeux éthiques se développent derrière ça. L'humain réparé versus augmenté, c'est un vrai sujet, évidemment. Là-dessus, les chercheurs sont amenés à développer des outils, à développer des capacités, hein, typiquement CRISPR-Cas9. Et dans ce cas-là, quelles sont les conséquences? A-t-on réfléchi a priori à ceci? Dernier point, comment articuler internationalement les différentes réflexions éthiques et comment réguler dans ce cadre? Aujourd'hui, on a un vrai défi devant nous, et en particulier pour la médecine, mais ça s'étend à tous les sujets. Comment peut-on faire pour avoir une réflexion internationale cohérente et sur laquelle on puisse s'appuyer dans tous les pays et dans toutes les disciplines? Un exemple typique de ceci, juste pour donner un exemple court, là, c'est Vincerf, là, qui est un des chercheurs en informatique de très longue date, en particulier autour de tout ce qui est la mise en place d'Internet, pose la question de ce challenge autour de tout ce qui est toute la naissance des organismes synthétiques versus la vie naturelle au sens où on l'entend, où on l'a vécu jusqu'à maintenant. Donc c'est un contexte en pleine évolution. Et dans ce contexte en pleine évolution, on a en particulier des réflexions qui s'organisent. Et donc, par exemple, l'avis 129 du CCNE, donc du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, qui traite en particulier de numérique et santé. Et donc là, il y a des points sur lesquels les chercheurs peuvent s'appuyer suite aux réflexions sur la mise en place de la loi de bioéthique et sur les états généraux qui ont été conduits l'an dernier. L'avis 130 du CCNE, qui va bientôt sortir, et dont Laure est une des co-rapportrices, sur les données massives en santé, là aussi, dès le mois de juin, normalement, vous pouvez vous appuyer sur ces éléments-là. Et ça, c'est des réflexions autour de l'éthique. Ce n'est pas les seules, bien entendu, mais ce sont des choses sur lesquelles on peut s'appuyer sur une réflexion qui est éprouvée. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que la recherche et l'innovation se retrouvent dans un contexte renouvelé parce qu'on a des nouveaux outils pour financer en particulier des nouvelles recherches. Et donc, je ne sais pas si vous êtes tous au courant, mais typiquement, on a 4 instituts qui s'appellent les 3 IA, donc les instituts interdisciplinaires d'intelligence artificielle. Et ces 4 instituts qui sont localisés respectivement à Grenoble, Nice, Toulouse et Paris, en fait, vont disposer chacun sur 4 ans de 60 millions d'euros. Et dans ces instituts interdisciplinaires sur l'IA, la partie enjeu autour de la santé est systématique dans chacun des 4. Ils ne font pas que ça, mais en particulier ceci. Donc voilà l'impact que ça va avoir sur la recherche en santé et les données autour de ceci est significatif. Un autre sujet, c'est typiquement, il y a un grand défi dont le thème, c'est comment améliorer les diagnostics médicaux par l'intelligence artificielle, qui va disposer de financements significatifs également. Et puis, dernier point, des réflexions éthiques européennes et internationales qui répondent en quelque sorte à l'enjeu que je mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire comment est-ce qu'on s'organise au niveau européen et international, en plus du niveau français, qui en particulier en santé est bien avancé,
ce qui n'est pas le cas dans toutes les disciplines du point de vue de l'éthique, mais en santé, c'est le cas avec le CCNE. Et donc, en fait, avec la mise en place d'un GIEC de l'IA, et donc là, ça devrait se passer, en particulier l'initialisation fin octobre à Paris, après une initialisation au cours du G7 à Biarritz au mois d'août. Et puis également des initiatives. Donc là, c'est une initiative mondiale promue initialement par la France et le Canada. Et le deuxième point ici, c'est une initiative européenne autour de guidelines, donc de lignes de conduite pour mettre en place une intelligence artificielle de confiance. Évidemment aussi en santé, je remets ça dans ce contexte-là. Donc dans ce contexte dont vous voyez les différentes composantes, à la fois en termes de données, d'éthique, d'internationalisation et de dynamisation de la recherche et de la variété de types de recherche qu'on a dans ce domaine, l'idée c'est d'échanger avec les 4 intervenants suivants. Donc d'une part Achille Lerpinière, qui est chef de projet au Lab Santé au ministère des Solidarités et de la Santé. Sophie Villetta-Vernier, qu'il ne faut plus présenter. Emmanuel Hirsch, qu'il ne faut plus présenter non plus. Et Laure Colombel, dont je disais un mot tout à l'heure, et qui est membre du CCNE et co-responsable de la réflexion sur les données massives dans le cadre du CCNE. Alors, ces 4 personnes vont nous donner un certain nombre de points de vue relatifs aux données pour la recherche en santé, en passant à la fois du thème de comment on s'organise, c'est-à-dire typiquement comment on maîtrise les données en santé. D'accord ? C'est pas comment on les possède, c'est comment est-ce qu'on les maîtrise. C'est beaucoup plus général et global. Et donc, Achille nous détaillera un petit peu ce qui va se passer sur le F-Data Hub, ou ce qui est en train de se passer sur le F-Data Hub. Évidemment, ceci, il faut savoir le réguler au niveau national, européen, international. Et donc, Sophie nous développera les choses plus spécifiquement sur les aspects du RGPD en recherche en santé et la position de la CNIL justement sur cette infrastructure du Health Data Hub. On a des infrastructures, on a des données, mais on a aussi la pratique médicale et en particulier le fait que le secret médical, comment est-ce qu'il va s'articuler avec l'accès aux données. Et donc Emmanuel va détailler ce point. Donc là, on va avoir une situation de présentation peut-être plutôt du côté médical de comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ça. Et Laure, finalement, nous expliquera en fait quelle information et quel consentement de la personne. Donc là, on va prendre le point de vue de la personne, in fine. Donc on passe depuis les aspects architecture vers les personnes en passant par le droit et le positionnement du corps médical. Achille, je te passe la parole. Oui, merci beaucoup. Donc, je vais vous faire une petite genèse de comment le Health Data Hub et le projet de Health Data Hub est né. Donc, en fait, ça vient de mars 2018 du rapport Villani qui a donné lieu à une stratégie d'intelligence artificielle du président de la République avec 4 domaines majeurs pour l'IA, dont la santé. Et à l'époque, une mission de préfiguration a été confiée par Agnès Buzyn à 3 rapporteurs, dont la présidente de l'INDS. Et ce rapport de préfiguration, enfin cette mission, a donné les conclusions de son rapport à la ministre en octobre dernier. Dans ce rapport était fait état que pour être compétitif sur le big data ou l'IA, ou le traitement de données massives en général en santé, il fallait avoir une plateforme, on va dire, unique. On verra qu'elle n'est pas complètement unique, mais il fallait avoir quand même un point de contact unique avec une puissance de calcul suffisante en respectant bien sûr le référentiel de sécurité des données de santé disponible à tous, que ce soit des établissements publics, des organismes de recherche, des startups, des associations, etc., comme on peut l'avoir déjà dans d'autres domaines comme l'aéronautique ou l'industrie automobile. Du coup, la loi santé 2022, donc pour la transformation et l'organisation du système de soins,
a été modifié pour passer à l'Assemblée il y a à peu près un mois. Et dans cette loi, l'article 11 faisait état que le Health Data Hub serait en fait une transformation de l'Institut national des données de santé actuel, donc un GIP avec les membres actuels, mais un élargissement à d'autres membres, parce que en plus de créer ce Health Data Hub, on a élargi les données qui pourraient être disponibles dans le système national des données de santé à toutes les données ayant donné lieu à un remboursement de l'assurance maladie. Donc on se retrouve avec beaucoup plus d'acteurs et de données potentiel. Et donc, le Health Data Hub, si on parle en termes de structure juridique, on a comme objectif donné par la ministre que la structure et la convention constitutive du GIP soient signées au 31 octobre 2019. Donc, ça va aller assez vite. Et donc, ça, c'est l'aspect structure. Maintenant, si on parle de l'aspect fonctionnement et qu'est-ce qu'il y aura dans ce Health Data Hub, donc c'est déjà le Health Data Hub, un budget de 80 millions d'euros sur 4 ans qui a été validé et consolidé. Ce budget va servir à avoir une infrastructure matérielle et logicielle, donc une infrastructure de mix CPU, GPU avec tous les logiciels à l'état de l'art pour faire du big data ou de l'IA. Mais en plus, on va avoir des data scientists, des data engineers, des responsables d'accompagnement de projet qui vont être embauchés en CDI par ce GIP et qui vont, du coup, on vise a priori une équipe de 50 personnes d'ici à la fin 2020 et au moins 25 personnes fin 2019 sur les points les plus stratégiques, notamment administration de la plateforme, RSSI, enfin, tout ce qui est important pour manager une infrastructure de ce type. Comment on construit le hub en termes de catalogue de données? Bon, déjà, on a le SNDS. On aura donc le SNDS élargi. Et en plus, on a lancé un appel à projet le 31 janvier 2019 qui a donné lieu à 189 dépôts de dossiers. Des dossiers recherche, des dossiers start-up, des dossiers industriels, des dossiers d'organismes d'assurance, quelque chose de très vaste. Et on avait mis comme critère, puisque c'est vraiment des projets pilotes qui vont co-construire l'offre de service pour vraiment qu'on adapte un peu notre business model, notre modèle économique, notre plan de recrutement. 10 projets ont été sélectionnés avec comme critère pour ce premier appel à projet des résultats à 6 mois dès l'obtention des données. Une participation au catalogue du hub, c'est-à-dire que même les organismes privés laisseront les données utilisées sur le hub. Et maturité de l'équipe projet, enfin, le classique dans un appel à projet avec, on a fait une consultation par mes démarches simplifiées, un jury d'experts, enfin, un jury d'abord ministériel qui a présélectionné une vingtaine de projets pour passer en audition et ensuite un jury de sachants, on va dire, sur vraiment les thématiques propre au projet, qui a sélectionné ces 10 projets avec une annonce des lauréats qui a eu lieu le 16 avril dernier par la ministre. Et on est du coup en train déjà de commencer à les accompagner et on va lancer une dizaine de recrutements la semaine prochaine déjà pour avoir les data engineers qui vont bien, pour aider les producteurs de données à travailler leur format, les rendre disponibles, et des data scientists qui vont aider à utiliser les outils, pas clés en main, mais quasiment clés en main qu'on va mettre à disposition. Et donc, si on parlait de sécurité de cette architecture, donc on suit le référentiel des données de santé, on travaille avec le haut fonctionnaire à la défense et sécurité des ministères sociaux, l'ANSSI et la DSI des ministères sociaux. On a des architectes Big Data qui réfléchissent à l'architecture et à la gouvernance des données. Donc tout ça, c'est déjà très bien avancé. Pour que les projets puissent commencer à tourner au dernier trimestre 2019. C'est-à-dire que là, en ce moment, l'INDS, qui a reçu par la ministre la mission de faire la préfiguration du futur hub, l'INDS est en train d'instruire les 10 projets qu'on a sélectionnés. Ils sont en train de passer au CRS, donc le comité éthique et scientifique. Soit dit en passant, ce comité va être refondu dans le décret d'application, c'est-à-dire qu'on va garder ce comité, mais on va élargir ses compétences et lui donner en plus la mission de donner son avis sur l'intérêt public du projet. Puisque actuellement, l'INDS a ce petit comité, on va fusionner les deux pour faire quelque chose clé en main et ça partira directement à la CNIL derrière pour l'autorisation d'accès aux données. Voilà ce que je pouvais dire. Donc après, en termes de sécurité, c'est des données pseudonymisées. On aura une double authentification, un bureau virtuel. Tout sera containerisé pour pas qu'il y ait
pour pas qu'il y ait de contamination entre si on utilise une brique open source. Voilà, il y aura plein de choses qui sont toutes écrites dans le référentiel des données de santé et qu'on est en train de mettre en œuvre avec des architectes et des experts sécurité des différents ministères, mais aussi de consultants qui nous accompagnent sur le projet. Voilà ce que je pouvais dire. Et donc, dans les 10 projets qui ont été sélectionnés, il y a des projets de recherche portés par des organismes de recherche. Et début 2020, on vise une ouverture à tous, avec une gratuité des services pour tout établissement public. Merci beaucoup. On va peut-être continuer avec Sophie. Oui, merci Claude. Donc, premier point peut-être sur l'impact RGPD s'agissant des données de santé. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, donc les données de santé sont considérées comme des données particulièrement sensibles parce qu'elles concernent des personnes vulnérables et parce que les risques d'utilisation indue de ce type de données peuvent avoir des conséquences graves à la fois sur non seulement l'intimité de la vie privée, mais avec des risques de discrimination, d'exclusion. Enfin, tout le monde, je pense, à la perception de ces risques. Le règlement européen a également consacré cette spécificité des données de santé, mais a aussi laissé une marge de manœuvre aux États pour renforcer, si besoin, donc s'il l'estimait nécessaire, en fonction de leur droit national et en fonction aussi de considérations éthiques, donc possibilité donc de renforcer les garanties déjà prévues au niveau du texte européen. Et s'agissant de la France, la loi informatique et liberté, lorsqu'elle a été modifiée, notamment en juin 2018, a bien évidemment pris en compte ces marges de manœuvre. Donc on avait déjà dans la loi informatique et liberté des dispositions spécifiques en ce qui concerne le traitement des données de santé en matière de recherche, et elles restent aujourd'hui valables, même s'il y a eu des modifications. Donc ces spécificités de recherche consistent notamment dans le fait que, bien évidemment, il doit y avoir une information individuelle des personnes et possibilité pour elles de refuser l'utilisation de leurs données à des fins de recherche, voire même consentir dans certains cas à la réutilisation de leurs données à des fins de recherche. Cet aspect respect des droits des personnes est, je trouve, particulièrement essentiel lorsqu'on parle traitement base de données de santé, lorsqu'il s'agit notamment de bases nationales de données de santé. Donc l'aspect information, respect des droits des personnes est un élément essentiel des législations de protection des données de santé. Un autre élément bien évidemment important est l'aspect sécurité, confidentialité et anonymisation. Au-delà de ça, la loi informatique et liberté modifiée maintient, et c'est un des seuls cas de maintien d'un régime d'autorisation préalable de la CNIL sur les traitements de données qui sont faits dans le cadre de la recherche médicale. Vous l'évoquiez précédemment, donc une autorisation préalable de la CNIL, après avis selon le cas d'un CPP ou du CRS, effectivement, avec également le rôle de l'INDS comme étant un guichet unique d'entrée pour simplifier les formalités. Et quand on parle simplification, la loi a prévu des procédures simplifiées, elles existaient déjà pour partie auparavant, donc des procédures simplifiées sous la forme de référentiels, de méthodologies de référence. Donc 6 ont été adoptées couvrant les différents types de recherches en santé qui peuvent être réalisées. Je vous donnerai juste quelques chiffres. Donc en 2018, on a rendu plus de 360 autorisations dans le domaine de la recherche en santé et on a eu plus de 9000 engagements de conformité à ces méthodologies de référence. Donc ça couvre un champ, je ne dis pas qu'on couvre l'intégralité du champ des recherches en santé. Je suis sûre qu'il y a bien des recherches qui sont faites sans qu'il y ait une autorisation ou un engagement de conformité. Mais je dirais, on a une vue quand même bien représentative du paysage de la recherche en santé en France. Alors très concrètement, l'accompagnement de la CNIL auprès des chercheurs dans ce domaine. Donc nous avons publié, nous avons une rubrique qui aujourd'hui est vraiment complète sur une rubrique santé sur notre site avec des fiches pratiques qui expliquent le plus concrètement possible les formalités qui sont
je dois dire, assez complexe dans le domaine de la recherche en santé. Nous avons également mis en place de façon générale sur notre site une rubrique besoin d'aide qui comporte un certain nombre de questions axées santé, mais pas seulement bien sûr. Et donc il y a toujours une possibilité de poser sa question par mail et d'avoir des réponses par mail. Et puis s'agissant du domaine de la santé, nous avons aussi une permanence juridique spécialisée santé, donc les lundis matin et les jeudis après-midi, donc qui est largement utilisée. Donc voilà pour ce qui concerne, si je puis dire, l'environnement, protection des données s'agissant de la recherche en santé. 2 mots peut-être aussi de la position de la CNIL sur le Health Data Hub, puisque la CNIL a eu l'occasion de se prononcer sur le projet de loi qui vise à encadrer, à créer cette base de données nationale. Donc nous avons rendu notre avis le 31 janvier 2019, avis qui a été rendu public, qui est disponible sur notamment Légifrance. Je dois dire que cet avis est assez réservé. Il met l'accent sur un certain nombre de points qui, à notre sens, mériteraient d'être plus qu'éclaircis, mais aussi précisés. Et notamment, on est aujourd'hui avec ce projet sur un dispositif qui va concerner un gisement de données quasi exhaustif, je dirais, puisqu'il ne concernera pas simplement ce qui concerne aujourd'hui le SNDS, le Système national de données de santé, c'est-à-dire toutes les données de l'assurance maladie, mais également les données du PMSI, mais également un certain nombre de données résultant aussi des enquêtes. Je parle sous votre contrôle, mais tel qu'aujourd'hui est le projet de loi, c'est bien ça qui est prévu, les enquêtes dans le domaine de la santé, lorsqu'elles sont notamment appariées avec les données du SNDS. Elles vont également concerner les données recueillies lors des visites médicales dépistage obligatoire. Le Health Data Hub va aussi engranger a priori les données recueillies par les services de PMI. Également les données recueillies dans le cadre des visites d'information, de prévention, dans le cadre des médecines du travail. Et puis, au-delà de ça, on est sur, grosso modo, l'idée que, finalement, tout ce qui est financé par la solidarité nationale eh bien, doit faire partie de cette base de données nationale. Alors, sur, je dirais, le principe, c'est-à-dire, il est légitime, il est bien évidemment légitime de permettre une utilisation et une réutilisation donc, des données de santé pour améliorer la santé publique de façon générale. Donc les objectifs, ils sont légitimes. Pour autant, dans les lois de protection des données, il y a aussi le principe de proportionnalité, de limitation des finalités qui nous conduisent légitimement à nous interroger sur l'opportunité d'avoir une base de données aussi exhaustive pour conduire, je dirais, des objectifs qui, encore une fois, sont légitimes. Donc, ce qui nous a semblé nécessaire, c'est de mettre l'accent et d'appeler l'attention des pouvoirs publics sur le fait de savoir s'il était nécessaire d'avoir un champ aussi large pour couvrir ces objectifs. Ça, c'est un premier point par rapport, encore une fois, à ce principe de proportionnalité. Le deuxième point d'interrogation, ça c'est plus sur l'aspect technique, mais je veux dire ça impacte aussi sur l'aspect sécurité, c'est lorsqu'on a été saisi du texte, mais je crois que les choses ne sont pas tout à fait réglées, c'est sur l'architecture du dispositif. Sera-t-on sur une architecture centralisée ou sur une architecture décentralisée? C'est un premier point qui est vraiment a un impact certain, encore une fois, en matière de sécurité, hébergement, etc. Le troisième point, c'est l'aspect information, respect des droits des personnes. Parce qu'à bien des égards, il nous semble que c'est pourtant un point crucial, un point essentiel. Comment les patients, les usagers, je dirais, vont-ils être informés de la constitution de cette base? Quels droits auront-ils sur les données qu'ils vont qu'on va communiquer sur eux? C'est un point qui n'est pas totalement réglé. Il y a eu des avancées, puisque le texte est passé en première lecture à l'Assemblée nationale. Donc sur ce point, la CNIL, je dirais, a été entendue, puisque le dispositif législatif a été complété pour prévoir justement des modalités d'information
une plateforme d'information sur ce point, mais c'est vraiment un point crucial. Il y a aussi, bien évidemment, en liaison avec ce que j'évoquais tout à l'heure sur l'architecture, un aspect sécurité qui est absolument essentiel. Donc, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais si on va sur une base de données quasi exhaustive, il y a un aspect extrêmement sensible sur ces aspects de sécurité. Et puis, autre aspect, c'est par rapport à la réutilisation, ce qu'on appelle aussi les systèmes FIS, c'est la détermination claire des responsabilités par rapport à, je dirais, les différents organismes qui vont graviter, si je puis dire, autour de cette base de données nationale. Quelles seront leurs responsabilités, quelles seront leurs obligations au regard de la protection des données. Donc voilà, ce sont un certain nombre de points qui ne sont pas négligeables. Nous espérons que, puisque le texte passe maintenant au Sénat, nous espérons que là aussi on aura des garanties supplémentaires qui seront apportées. Mais je dirais que c'est aujourd'hui un projet très ambitieux et qui, sur le plan, mais pas seulement, de la protection des données, soulève des enjeux importants et qui mériterait, à notre sens, certainement un débat un peu plus public. Voilà. J'ai 2 réponses très rapides, en fait. Peut-être on va répondre à la fin, d'accord, on va continuer. Merci Sophie. Emmanuel. J'espère ne pas être transgressif en disant qu'en écoutant la matinée, j'ai changé mon propos. Voilà. Mais enfin, ça fait partie des choses. Non, j'ai pas besoin, merci. D'ailleurs, je tiens à votre disposition, c'est pour ça que ça aurait été de la redite. Vous regarderez sur le site de Politis 2 textes qu'on a mis en ligne récemment sur les lignes directrices pour une intelligence artificielle digne de confiance. C'est un texte important et qui a à voir avec notre sujet. C'est important qu'on parle de la notion de confiance dans le contexte actuel. Et puis également, et j'ai consacré un article au virage du numérique que nous a annoncé la ministre de la Santé le 25 avril dernier, en nous parlant du numérique incarné par des humains. Donc dans mon plan, il n'y a pas grand-chose, puisqu'on a 10 minutes. C'est juste une esquisse des différents points que j'aurais pu développer et qu'on développera, j'imagine, par la suite. La vraie question que je me posais en écoutant les unes et les autres, c'est conviendrait-il de refonder les principes de l'éthique biomédicale à la lumière de ces évolutions ? Alors que dans tous les textes de bioéthique internationaux, on dit effectivement qu'il faut prendre en compte les évolutions de la science, il ne faut pas être rétif aux évolutions, mais il faut voir les valeurs que l'on sollicite pour préserver une certaine idée de ce qu'on a, je crois, acquis, c'est évoqué ce matin avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Code de Nuremberg et tous les textes qui ont été créés. Donc c'est une certaine idée à la fois de la personne humaine, mais aussi de notre société. Donc c'est des valeurs qui doivent être prises également d'un point de vue anthropologique. Alors je rappelais qu'il y avait 3 grands principes, mais nous on les discute un peu, c'est respect, bienveillance et justice. Mais je me posais la question d'abord, et c'est une réflexion qu'on mène à l'espace éthique Île-de-France, doit-on évoluer sur le concept de consentement ? Il y a toute une littérature dans ce domaine, compris international, qui va même sur la notion de consentement présumé, comme on a fait pour les greffes d'organes, rappelez-vous, de la loi Caillavet du 22 décembre 1976. Et ça n'a l'air rien, mais si j'avais eu à développer une argumentation éthique, je pense qu'on est très proche de la logique des années 76 pour les prélèvements d'organes. C'est-à-dire ce devoir de solidarité, en disant finalement, et ça avait été repris dans la loi du 20 décembre 88, la loi sur les personnes qui se prêtent aux recherches biomédicales, dans les discussions, rappelez-vous de la loi Urier-Cézousla, certains parlementaires disaient, est-ce qu'on n'a pas un devoir de solidarité ? On vit en société et on a besoin de mutualiser des données. Et là, c'était les greffons. C'est une question, en tous les cas, moi, que je poserais d'un point de vue éthique, à titre personnel, en termes de devoir de solidarité. Alors, peut-être pas à n'importe quelle condition, mais c'est une question, en tous les cas, que moi, j'aurais posée. Puis, on a également, à part la question, effectivement, du consentement, la question du secret. J'en dirai un mot, mais je pense qu'on est dans un contexte où les choses ont bien évolué, puisque les gens mettent à disposition bien des données d'information. Et je prendrai en compte, je ne dirais pas tout aujourd'hui, mais on est dans un domaine où la dimension culturelle est à prendre en compte. Rappelez-vous des années SIDA. Années SIDA vont amener à l'appropriation par des personnes malades du droit de savoir, du droit de décider, et du droit même de s'approprier des connaissances, voire, on l'a vu plus tard, de les négocier avec les laboratoires comme finalement une donnée qui a une certaine valeur, j'allais dire marchande. On arrive à la loi du 4 mars 2002, droit des malades et qualité du système de santé, avec l'autonomie de la personne. Autonomie qui suivait la notion de paternalisme médical. Et là, on arrive à une autre notion qu'on pourrait développer, mais ce n'est pas maintenant qu'on le fera, sur non pas l'autonomie, mais la numérisation en quelque sorte. Et il y a probablement un terme, un concept
probablement à prendre en compte, mais pas d'une manière uniquement éthique, d'une manière, j'allais dire, sociétale, anthropologique, complexe, qui devrait mobiliser les sciences humaines et sociales en général. Alors juste, et c'est un point important, je reviendrai juste dans ma petite conclusion, il n'y aura pas une vraie conclusion parce qu'il n'y a pas d'introduction et de développement, donc ça sera juste la partie terminale de mon propos. Je pense qu'un des éléments importants, et ça a été évoqué dans ton intervention tout à l'heure, c'est effectivement la notion de garanties humaines. Mais le mot garantie humaine, une fois qu'on l'a prononcé, effectivement, tu as évoqué le rapport du CCNE sur ce sujet, c'est repris dans le rapport parlementaire de Jean-Louis Touraine. Une fois qu'on a dit garantie humaine, qu'est-ce que c'est des garanties humaines et en quoi même l'humain a encore à voir avec ces sujets, on l'a vu ce matin. Donc deuxième point à prendre en considération, et c'est à voir avec la notion de la démocratie sanitaire. Là maintenant, on est dans une autre dimension, la démocratie à travers le numérique. Mais j'observe, et nous on le voit en tant qu'espace national de réflexion éthique sur les maladies neurodégénératives, que dans certains pays comme aux États-Unis, par exemple, mais il n'y a pas que, les associations de malades elles-mêmes souhaitent que d'une certaine manière on libéralise et que d'une manière un peu rapide à dire, on déséthise la relation à la notion de données. C'est-à-dire quand on est dans l'urgence, quand on n'a pas de choix, quand il n'y a pas de traitement, les gens sont dans un militantisme, d'ailleurs ils financent des recherches, bref. Aujourd'hui, il faut prendre aussi en compte cette évolution culturelle du côté des personnes atteintes par une maladie de leurs proches. Ça participe également d'une solidarité, puisque les avancées dont elles pourraient bénéficier bénéficieront à d'autres. Donc je pense qu'il faudrait rentrer dans une approche qui n'est pas uniquement les garanties humaines, mais les valeurs d'une société démocratique, tout en préservant, heureusement qu'on a la CNIL, les valeurs essentielles de notre démocratie. Et là, on a la chance dans notre pays, en tous les cas, d'avoir ce système de référence. Juste un point de parenthèse. Pour l'histoire, quand on vieillit, on peut commencer à faire de l'histoire. Quand il y a eu la loi du 4 mars 2002 droit des malades, on m'avait confié le groupe de travail sur l'accès au dossier médical. Parce que l'accès au dossier médical, c'était aussi une révolution. Et on passait du secret médical à un secret partagé, bref, qui est devenu l'information propriété de la personne malade. Rappelez-vous que le secret médical était souvent le secret du médecin. Donc on peut se poser la question sur ces données. Mais je me rappelle, dans ce groupe de travail, il y avait un psychiatre, Patrick Hardy, qui disait le dossier médical d'une personne, c'est son livret de famille. Tout ça pour dire que la donnée médicale, ce n'est pas une donnée indifférenciée. C'est une donnée qui a une caractéristique et qui représente quelque chose dans ses représentations. Alors peut-être on peut ensuite dépasser ce système de représentation, mais j'avais été attentif, et même dans le dossier médical personnel, toute la réflexion sur le fait, et rappelez-vous de l'association AID qui disait on ne doit pas faire apparaître qu'une personne avait le VIH, les associations de malades atteints de maladies psychiatriques disaient qu'ils avaient un droit de secret, rappelez-vous, et donc ça posait des problèmes même éthiques. Bon, toutes ces questions, à mon avis, on ne peut pas les rejeter rapidement. Elles doivent être intégrées à une réflexion. Et même si on est dans un contexte de compétition internationale, on l'a bien compris en avril dernier avec le rappel Villani qu'il y a des enjeux économiques importants, on ne peut pas sacrifier ce que nous sommes constitutivement, la relation de confiance qu'on a les uns avec les autres, dans des domaines aussi sensibles que le domaine de santé. Pour parenthèse, j'ai cité le texte parce qu'en vous écoutant, je dis, on a quand même toute une culture qu'on n'a pas besoin de tout réinventer. La génétique nous a confrontés à ces questions fondamentales. On a tout un ensemble de textes, et je ne citerai qu'un texte que j'ai repris, parce que dans le débat, c'est un texte politique. C'est dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, donc de 2000, et donc il est dit dans l'article 21, non-discrimination, puisque c'est une question fondamentale. Ce n'est pas que la question de discrimination, mais c'est une des questions à prendre en compte. Il est dit, est interdite toute discrimination, fondée notamment sur le sexe, on dirait le genre, la race, la couleur, les origines éthiques ou sociales, la caractéristique génétique, la langue, la religion, je vous passe sur les détails. Et quand vous regardez tous les textes européens, internationaux, les textes de l'UNESCO sur toutes les questions de génétique, on a déjà un patrimoine, j'allais dire en termes de réflexion bioéthique et politique, qu'on pourrait mieux exploiter. Ce qui me surprend toujours, c'est qu'on relance. Je ne dis pas que c'est inintéressant. Chaque jour, pratiquement, on a la chance, nous qui sommes dans le domaine de l'éthique, de découvrir des textes d'une intelligence passionnante. Je ne parle pas des textes du Sénat, il y a toute une multiplicité de textes. Les textes du Sénat, on est heureux, il y a toute cette créativité. Mais une fois qu'on a ces textes, et je vous donnerai pour conclure, mais encore une fois, ça ne sera pas une conclusion, l'anecdote du jour par rapport à la psychiatrie, vous voyez qu'on peut avoir tous les textes du monde, à un moment donné, il y a des réalités qui, quelquefois, défient nos bonnes volontés. Donc je dirais qu'il faut accompagner culturellement, pour nous, on a un autre espace éthique qui est ici présent. Je crois que ça fait partie des missions, d'être un peu les relais au niveau du débat sociétal et du débat chez les professionnels. Je passe assez rapidement pour vous dire un des éléments à prendre en compte. Je vous ai dit l'évolution des personnes malades dans leurs revendications. Et j'allais dire, c'est tout l'empowerment aujourd'hui qu'on voit, à la fois l'expertise, l'expérience. Mais il y a un deuxième point à prendre en compte quand on va sur le terrain. Regardez en matière de cancérologie.
la distance entre le traitement et la recherche n'existe plus. Quand vous êtes en immunothérapie, vous êtes à la fois dans le traitement et dans la recherche. Et quand vous allez sur le terrain, dans les cancéropoles, vous serez surpris de voir, vous avez des médecins, vous avez des techniciens qui sont des gens spécialisés dans le domaine du numérique qui ne sont pas des médecins, vous avez des industriels avec des gens qui sont des hospitaliers. Il y a des évolutions, il faut tenir compte de cette réalité pratique. Et c'est quand même, malgré tout, au bénéfice, en tous les cas, la visée, c'est pour bénéficier à la personne pour que le plus rapidement possible, c'est aussi dans le plan cancer, elle puisse bénéficier de ces traitements. Donc je dirais qu'il y a à prendre en compte, et ça a été évoqué ce matin, à la fois la rapidité, l'instantanéité, l'incapacité de prendre du recul face à des innovations disruptives, qu'au mieux on cherche à penser, accompagner, mais qu'au mieux nous surprennent. Et il faut voir de quelle manière, par quelle stratégie nous y adapter. Juste un point, ça m'a beaucoup frappé, tous les débats sur la médecine personnalisée. Et vous voyez, par rapport aux données de masse, quand on dit de médecine personnalisée. Ensuite, on a eu médecine ciblée, criblée, segmentée. Ça a été d'autres concepts. Mais pour dire qu'on a un matériau d'une richesse absolue, et j'incite les gens qui font des sciences humaines et sociales d'aller plus loin dans cette recherche, en complémentarité de tout ce que vous faites d'important au niveau de la recherche. Je termine juste sur 2 points. C'est des points qui me semblaient importants. Ligne directrice, on a, et je pense qu'il y a beaucoup de naïveté à nous parler du principe humain, enfin je veux dire l'humain aujourd'hui par rapport à ce qu'il n'est pas, enfin je veux dire c'est des débats un petit peu académiques comme les débats autour de la dignité avec l'affaire de Vincent Lambert. Mais je donne juste des éléments qui m'ont beaucoup intéressé. C'est d'abord la ligne directrice pour une intelligence artificielle digne de confiance. Donc elle est récente, c'est un document européen qui est d'avril 19, et il parle dans le texte d'une éthique et de pratique d'une intelligence artificielle centrée sur l'humain. Voilà, donc c'était un point à prendre en compte. Qu'est-ce que ça veut dire une intelligence? Je parle par rapport à nos données de masse. Qu'est-ce que c'est centré sur l'humain alors qu'il y a aussi une humanité et l'humain est constitutif d'un tout? C'est des questions en tous les cas philosophiques et éthiques à poser. Et je retiens dans ces lignes directrices, vous verrez, il y en a 7, vous pourrez regarder sur le site de Politis, mais aussi sur le site européen, cette présentation. J'avais, et ça reprend un peu ce qui a été dit ce matin, facteur humain et contrôle humain. C'était le point 1. Alors qu'est-ce que c'est un contrôle humain? Selon quels critères par rapport... Tout ça est à contextualiser. Je ne prends pas le point 2. Le point 3, respect de la vie privée et gouvernance des données. Alors, soyez rassurés, ce n'est pas uniquement des têtes de chapitre. Il y a des développements, c'est une réflexion de haut niveau. Les philosophes y ont aussi participé. Ensuite, la notion 4, c'est transparence. Et la dernière notion, la notion 7, c'est la notion de responsabilisation. Et je pense qu'il y a réinventé aussi le concept de responsabilité. Soit on est surresponsabilisé et on voit les conséquences de la loi du 4 mars 2002, vous êtes une personne, vous êtes informé, etc., c'est à vous de décider. Tous ces éléments sont à prendre en compte avec les conséquences qui ont été évoquées tout à l'heure sur la personne vulnérable. Parce que comment ça crée de la vulnérabilité, y compris dans les pratiques professionnelles. Parce que les professionnels sont aussi dans des situations de vulnérabilité, quelquefois d'imposture, notamment quand, à travers les big data, on leur dit qu'ils doivent prescrire tel et tel type de traitement, même s'ils ont ensuite la capacité de dialectique, d'aller un peu dans la critique. Mais je vais passer assez rapidement là-dessus. Et je termine sur 3 points. D'abord, l'avis 129 que tu as évoqué du CCNE, qui me semble un avis d'une immense qualité, et sur le point de principe de garantie humaine du numérique en santé. Et là, je pense que pour chacun d'entre nous, il y a vraiment une réflexion sociétale à développer, même si ça a été repris dans le rapport de la mission parlementaire par Jean-Louis Touraine, où on évoque d'ailleurs indirectement ou directement les collèges de garantie humaine, c'est-à-dire cette décision collégiale. On voudrait voir de quoi ça sera constitué. Également, quand on parle de télémédecine de garantie humaine, on peut se poser la question si déjà d'envoyer, c'est-à-dire de lancer des concepts de cette nature aussi imprécis, même si on voit qu'il y avait une belle intention, est-ce que d'une certaine manière, c'est déjà pas une régression et un abandon d'un certain nombre de valeurs médicales, notamment relationnelles? Puis je termine juste sur un point, mais encore une fois, c'est pas une conclusion. Ce qui m'a beaucoup frappé ce matin, c'est quand je réfléchissais à cette belle journée, et je pense que chacun a le sentiment que c'est quand même une belle journée et qu'on aura eu la fierté, on pourra dire aux générations futures qu'on y a participé, c'est la polémique actuelle, je ne sais pas si vous la suivez, lancée par le journal officiel. Je sais que vous avez réagi avec une certaine prudence, la CNIL, par rapport au journal officiel, non pas le journal officiel, mais par rapport à la décision du 7 mai 2019, croisant
croisant les fichiers HospiWed. Je ne sais pas si vous avez suivi des fichiers HospiWed. C'est donc des personnes qui sont atteintes à un moment donné d'une maladie mentale et donc qui sont dans un placement d'office. Et donc vous avez dans l'actualité, ça fait partie d'une grande discussion, ces personnes donc hospitalisées sous contrainte, on croise le fichier HospiWeb avec le fichier FSPRT, qui est le fichier pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste. Rappelez-vous, il y a déjà 2 ans, le ministre de l'Intérieur avait parlé de la dangerosité. Et ce que je trouve assez intéressant dans cette affaire, pourquoi je l'ai cité, c'est pas pour prendre position sur ce sujet, c'est pour dire les dilemmes auxquels on est confronté. C'est-à-dire, il y a des dilemmes, c'est facile de faire de l'éthique ici, en majesté. Mais quand on est sur le terrain concrètement confronté à la réalité concrète, quand vous discutez avec Arnaud Munich qui a créé Imagine, et qu'il est confronté à des familles qui sont atteintes par des drames à travers des maladies rares, et donc tous ces éléments devraient nous inciter à une prudence éthique, c'est-à-dire à ne pas être dans les rodomontades et dans les positions ayatolistes, à trouver de la nuance. La vraie question, et je termine là-dessus, bon, il y avait d'autres éléments, c'est quel débat de société, c'est-à-dire comment permettre aux gens de prendre en compte la complexité. Et je pense que les professionnels et tous les acteurs engagés ont une vraie responsabilité, non pas uniquement de transmission de leur savoir, mais de prendre des positions, j'allais dire, au niveau de ce qu'ils sont, c'est-à-dire d'habiter leurs convictions aussi, parce que la démocratie, c'est aussi des points de vue qui peuvent être contradictoires. Et puis le point à prendre en considération, et c'est mon point pessimiste, le malheur, c'est que, quelle que soit la qualité des réflexions qu'on développe, et je trouve que dans ce domaine, il y a des réflexions d'une immense qualité, beaucoup d'inventivité, on a le sentiment, malgré tout, que les jeux sont pipés, et que déjà, aujourd'hui, c'est le sentiment, quelle que soit la qualité de la réflexion, RGPD et autres, on a l'impression que même que c'est d'autres logiques et d'autres puissances que marquées ou inspirées par l'éthique qui auront le dernier mot. Voilà, merci de votre attention, ça a été rapide, mais je reste sur le pessimisme. Merci Emmanuel. Donc, on termine les présentations des différentes opinions avec Laure. Merci, mais je partage beaucoup de ce qu'a dit Emmanuel. Donc en fait, ce que je vais essayer de faire, effectivement, c'est le point de vue du citoyen. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste des données massives. Je ne les utilise pas non plus dans ma pratique de recherche. Donc en fait, c'est d'essayer peut-être de partager ou d'émettre certains questionnements qu'effectivement nous avons pu nous poser dans le groupe de travail. Donc en fait, c'est de poser, comme l'a dit Claude, la question du consentement, mais je ferai un petit pas de côté vis-à-vis du détail du consentement, du point de vue en fait de la personne. Et donc en fait, mais historiquement, et Emmanuel l'a rappelé d'ailleurs, c'est intéressant de se rappeler que la collection des données initiales dans les dossiers d'ailleurs hospitaliers n'était pas du tout soumise au consentement du patient et que jusqu'à récemment, c'était la propriété de l'institution et non pas du patient. Mais ça, Emmanuel nous l'a effectivement bien rappelé. Donc en fait, le consentement, c'est le fondement traditionnel d'un choix libre et éclairé, les deux termes libre et éclairé, de l'individu face à une décision qui le concerne. Et classiquement, le consentement est le garant en fait du respect de l'autonomie de la personne. Et en fait, le défi auquel nous confrontent les données massives par leurs spécificités, qui ont été très bien largement rappelées depuis ce matin, c'est finalement de poser cette question de la difficulté, voire de l'impossibilité de pouvoir donner réellement un consentement à l'utilisation de ces données. C'est peut-être le premier défi. Peut-on aujourd'hui donner un consentement à l'utilisation des données? Je ne me place pas du tout du côté du droit, mais de la réflexion éthique. Donc, quelquefois, il peut y avoir une certaine contradiction. Le second défi, en fait, du coup, c'est celui de la protection. Si le consentement est fragilisé, qu'en est-il, en fait? Que peut-on imaginer, effectivement, ou proposer de la protection? Donc, le prérequis, en fait, pour pouvoir consentir, c'est d'être informé. Et l'information ne signifie pas certitude de quelque chose, mais intelligibilité. Le mot a été prononcé d'ailleurs ce matin également, c'est l'intelligibilité de ce qui sera fait. Et probablement, c'est aujourd'hui, vis-à-vis des données massives, est-ce possible ? Le RGPD insiste aussi sur l'information, tout le monde insiste sur l'information, mais on peut effectivement se poser la question de qui va délivrer cette information et qui va la rendre intelligible, qu'il n'y ait ou non consentement, puisque ce n'est plus le seul fondement de licéité de l'utilisation des données. Donc ça, c'est vraiment un point probablement
extrêmement, enfin même certainement extrêmement important, c'est celui de l'information et de qui va délivrer cette information. Et en fait, pour que l'information soit intelligible, il faudrait théoriquement que la personne qui doit faire un choix éclairé sur l'utilisation de ces données puisse avoir la connaissance de ceux qui vont utiliser ces données, les acteurs de santé qui deviennent maintenant multiples. Ça n'est plus la relation 1-1 avec le médecin. Ceux qui pourront utiliser les données, l'usage qui va être fait de ces données dans l'immédiat, mais éventuellement aussi ultérieurement dans l'avenir. Donc ça, est-ce qu'il y a une possibilité d'une information sur tous ces points ? Point d'interrogation, c'est la question qui se pose. Et en rappelant peut-être que du point de vue de la recherche, le chercheur n'est en général pas en contact direct avec la personne, mais il est souvent en contact avec le collectif, c'est-à-dire avec la base de données, donc avec la gouvernance de la base. Et donc le chercheur n'oublie pas qu'il y a une personne aussi derrière les données. Donc, le deuxième point, c'est la complicité du processus. Donc dans l'information qui peut être fait et le prérequis du consentement, c'est comment est-ce que le citoyen peut retirer des informations de la complexité des processus de l'utilisation des données. Et en fait, en quoi est-ce que ça peut l'aider à faire un choix ? Et donc, est-ce que finalement, il n'y a pas une dimension trop grande de ces données massives pour être réellement appréhendées par l'individu, et du coup, ce qui questionnerait même la notion de consentement. Donc, en fait, on est devant cette question, est-ce que le consentement aujourd'hui est possible, même si j'accentue un petit peu le défi sous ce mot. Le deuxième point, c'est le choix libre, donc qui est finalement la possibilité de pouvoir dire non sans que ça n'entraîne de nuisances. Or, le titulaire des données est souvent dans une situation d'infériorité, quelquefois même de vulnérabilité, en tout cas d'asymétrie des savoirs. Et souvent aussi d'une subordination de la prestation proposée à la fourniture de la donnée, ce qui est un problème. Et on peut aussi se poser là la question de la donnée imposée. Est-ce que finalement, je vais avoir le choix de ne pas avoir le résultat de l'exploitation de mes données, ce qui n'est, dans le cadre de la liberté individuelle, et peut être aussi une question. Donc dès lors, comment est-ce qu'on peut envisager la question de la protection du respect de la personne et de son autonomie face à l'exploitation des données massives ? Et est-ce que réellement laisser aux personnes et à elles seules le soin de consentir dans ce domaine qui peut être lourd de conséquences, est-ce que ça n'est pas revenir à prendre un risque pour elles ? Donc c'est une question aussi qui peut être posée. Avant peut-être de poursuivre, il y a 3 points de contexte qui sont probablement importants. C'est un contexte d'instabilité qui a aussi été rappelé ce matin, de la rapidité de l'évolution, le terme de rapidité, et la diversité. Et dans le cadre du consentement, c'est probablement très très important de se souvenir effectivement de la diversité des situations. Et dans le cadre de cette instabilité, rapidité, diversité, il y a probablement le point de finalement, si je consens on est dans le cadre là, des données de santé dans cette table ronde, mais finalement, qu'est-ce que c'est qu'une donnée de santé ? Et finalement, la donnée anodine, est-ce que ça peut être aussi une donnée indirectement de santé parce qu'on va la croiser avec autre chose, voilà. Donc, est-ce que quand je consens, finalement, le consentement, on le sollicite pour quelle donnée ? Une donnée de santé, finalement, je pense qu'il y a une grande question aussi sur la définition ici et l'imprécision de cette notion de données quand on demande finalement un consentement. Le deuxième point, c'est l'effacement des limites, ce qui a été aussi tout à fait dit entre soins et recherche, qui vient d'être dit par Emmanuel, et aussi entre vie publique et vie privée. Et pour revenir sur ce que vient de dire Emmanuel, mais aussi ce qui a été dit ce matin par Serge Abitboul, notamment sur le changement majeur culturel dans la façon finalement qu'a chacun de communiquer. Et donc dans le fait que chacun dévoile de façon intentionnelle ses données. Et donc là, dans ce cadre-là, le consentement peut poser la question aussi de ce que représentent les données pour chacun, et que la donnée elle-même devient un mode de communication de la personne. Et donc et que la vie privée qu'on doit protéger effectivement et à laquelle on consent de divulguer des données, cette vie privée, c'est finalement l'individu qui la définit, et cette définition, elle peut être extrêmement dynamique au cours du temps selon les données qu'on choisit de divulguer.
Et le dernier point, enfin un des derniers points, c'est la multiplicité des situations. Et en fait, l'impératif est probablement que le consentement, lorsqu'il est exigé, ce qui n'est pas toujours le cas effectivement, mais soit vraiment adapté à chaque situation, que ce soit le soin, la recherche clinique, la recherche fondamentale ou même la constitution d'une base de données. Donc on ne peut pas être sur la notion d'un consentement unique, mais il y a diverses approches et là c'est là qu'on peut probablement discuter, mais je ne peux pas entrer dans les détails, les nouvelles situations de consentement, donc dynamique, continue, présumée, opt-out, comme vient de le citer Emmanuel. Et le dernier point probablement important, c'est que ce qui a été aussi dit précédemment, c'est ce changement de vision, c'est-à-dire que le consentement était jusqu'à maintenant finalement une conception individualiste de la relation de la personne à ses données, donc pour son bénéfice en général, dans le consentement du moins, dans le suivi médical. Et est-ce qu'on n'est pas en train de réfléchir, ou pas réfléchir à une vision finalement plus collective ? C'est-à-dire que la donnée personnelle à laquelle je consens va être utilisée pour les composantes d'un réseau d'information qui va être finalement utile à l'intérêt général ou à l'intérêt public qui a été soulevé tout à l'heure. Donc en fait, là, c'est poser la question aussi de l'exigence du consentement individuel, s'il existe une forte probabilité qu'un traitement puisse contribuer à l'amélioration de la santé, voire de la santé collective, c'est ce qu'évoquait Emmanuel tout à l'heure. Et finalement, le mot, peut-être qui n'a pas été beaucoup prononcé depuis ce matin, c'est d'instituer la relation de confiance entre le titulaire des données et ceux qui les collectent, ceux qui ont accès et ceux qui les traitent. Et donc, il faut qu'il y ait une intelligibilité suffisante du processus mis en œuvre, des utilisations et des conséquences possibles. Mais est-ce que finalement, plus qu'un consentement à une finalité précise, il faudrait consentir à donner sa confiance à une gouvernance ou une autorité de contrôle et qu'on est plus maintenant dans finalement une logique de contrôle ou d'intervention a posteriori plutôt qu'un contrôle a priori sur une logique d'intervention et plus sur une recherche finalement d'intelligibilité et de responsabilisation que sur un consentement a priori éventuellement individuel. Donc voilà, c'est un petit peu c'est plutôt des questionnements, ce ne sont pas des réponses, mais ce sont des questionnements partagés. Merci beaucoup Laure pour l'ensemble de ces éléments. Donc merci pour vos 4 contributions très riches. Et il y avait juste Achille qui voulait donner quelques éléments de réponse à ce que disait Sophie. Et après, bien sûr, on passe la parole à la salle. Oui, donc brièvement en fait sur la question des finalités. Donc il faut savoir que dans le décret d'application qu'on est en train de rédiger sur l'article 11 et celui sur la loi informatique et liberté, on va élargir les finalités et les autorisations, et on va aussi autoriser la création d'entrepôts de recherche à partir du SNDS. Donc en fait, ce sera présent dans le décret d'application la manière dont seront traités ces sujets. Sur la question du consentement éclairé, etc., en fait, les responsables de traitement, ça ne va pas être le hub. Le responsable de traitement, ça va être soit le producteur qui apporte sa base de données, donc c'est lui qui sera en charge de respecter. De toute façon, il va faire une demande d'autorisation CES puis CNIL et donc être compliant avec le RGPD sur l'information aux personnes. L'utilisateur, pareil, devra être compliant de son côté, mais nous, le hub, on n'est qu'une plateforme d'intermédiation. Il n'y a pas du tout enfin, dans le texte du RGPD, on n'est pas responsable de traitement sur ce sujet-là, en tout cas. Et enfin, la dernière question, c'était sur... Non, voilà, c'était surtout ça que je voulais dire. Okay. Ah oui, si, sur le débat public, on parle d'un sujet très sensible. Justement, on ouvre à un comité de suivi, un comité consultatif. On a des projets sélectionnés qui vont participer à la co-construction sur tous ces aspects, à la fois éthique, sécurité, data science. Mais on ne peut pas ouvrir ça à tout va. Par contre, ce qu'on va faire, c'est il y aura un portail d'information aux citoyens disponible sur le site du Hub, où ils pourront comprendre comment se passe l'architecture, le traitement des données, mais ensuite on redirigera vers les porteurs de projets pour expliquer exactement ce que fait le projet, puisque nous, on n'entre pas là-dedans. C'est bien
pense que quand je parlais portail d'information, c'est là où je pense qu'il faut faire le maximum. On ne peut pas mettre en place une telle base sans qu'il y ait une réelle information des citoyens sur le sujet. On ne sera pas en charge de faire vraiment le job d'un responsable de traitement au sens RGPD du terme. Donc vous voyez qu'il y a de quoi discuter. Des questions dans la salle?